Alors depuis l'année dernière, depuis 2015 et encore en 2016, la France, comme beaucoup d'autres pays, a bénéficié de la baisse du prix du pétrole. Et donc il y a une difficulté d'analyse qui est de séparer dans la croissance de la France, comme dans la croissance des autres pays, d'ailleurs ce qui vient de la baisse du prix du pétrole, de ce qui vient des autres déterminants de la croissance. Puisque là, on ne peut pas considérer que la baisse du prix du pétrole soit un signe de dynamisme spontané de l'économie. Quand on fait ça, on s'aperçoit de quelque chose qui est un peu déprimant, c'est qu'en réalité, depuis 2014 jusqu'à la fin de 2016, l'économie française a une croissance qui est à peu près égale à ce qu'on appelle la croissance potentielle de la France, c'est-à-dire à la croissance normale, à long terme de la France, c'est-à-dire à peu près 1%. Donc tout le supplément de croissance au-delà de 1% est en fait dû à la baisse du prix du pétrole, avec le risque que comme le pétrole commence à remonter, cet effet s'inverse au contraire en 2017. Et donc, je crois qu'il faut partir de l'idée que nous n'avons pas réussi à avoir des mécanismes de dynamique de l'économie, autres que le gain de pouvoir d'achat qui vient du pétrole, qui aurait fait passer la croissance nettement au-dessus de la croissance potentielle. D'ailleurs, c'est un point méthodologique qui me paraît important, qui est de dire qu'on ne peut pas parler d'une croissance dans l'absolu. La croissance se juge par rapport à la croissance de long terme, par rapport à la croissance potentielle. Et donc si on est au-dessus de la croissance potentielle, donc si on est en reprise économique aujourd'hui, si le chômage diminue, c'est dû presque exclusivement à nouveau à la baisse du prix du pétrole et à la baisse de l'inflation que ça a provoqué, et pas à une reprise importante des investissements ou une reprise importante de l'emploi. Donc le message, il est assez prudent en disant finalement, nous ne savons pas pour l'instant en réalité faire tellement mieux que 1% par an. Les prévisions économiques sont en ce moment assez compliquées à faire parce que, en plus des mécanismes habituels de l'économie, il y a un grand nombre d'incertitudes dans l'économie mondiale qui ont évidemment un effet sur l'Europe et sur la France. Il y a des incertitudes de type politique. Il va y avoir des élections dans beaucoup de pays avec peut-être de nouvelles politiques économiques menées dans ces pays. Il y a une très grande incertitude sur le prix du pétrole. On a dit tout à l'heure que le prix du pétrole avait joué dans le sens positif de façon très importante depuis 2014. La hausse de la production des pays de l'OPEP ayant fait considérablement chuter les prix, donc c'était un facteur de soutien de la croissance. Et le prix du pétrole est extrêmement difficile à prévoir puisqu'il dépend énormément de l'économie politique des pays de l'OPEP. Quand les pays de l'OPEP réussissent à former un cartel et à se mettre d'accord pour limiter leur production, comme c'était le cas au début de 2014, on a des prix très élevés. Et puis comme vous savez, les cartels ont vocation à casser. Et quand le cartel de l'OPEP casse, tous les pays se mettent à produire davantage, les prix chutent. Et en général, ça pousse l'OPEP ensuite à retravailler pour reformer un cartel, parce que la chute des prix a dégradé leurs économies, leurs finances publiques. Donc si l'OPEP arrive à se remettre d'accord pour former une espèce de cartel et à baisser la production, à retrouver une rente d'oligopole des producteurs de pétrole, le prix du pétrole va monter assez vite. Donc on a une très grosse incertitude, et nous avons une très grosse incertitude sur la politique monétaire européenne. La Banque centrale européenne a mené depuis 2015 une politique ultra-expansionniste avec beaucoup d'achats d'obligations, des taux d'intérêt très bas, une énorme liquidité. On sent qu'à un certain moment, ils vont commencer à sortir de cette politique. Ce n'est pas une politique qui a vocation à durer perpétuellement. Le jour où la BCE va commencer à sortir de sa politique très expansionniste, les taux d'intérêt à long terme vont commencer à remonter. D'ailleurs, ils ont légèrement commencé à remonter parce qu'on commence à l'anticiper. Voilà. Donc la prévision, si vous voulez, c'est un mélange de choses très compliquées. Donc la dynamique interne de l'économie française est plutôt positive. En particulier, on commence à avoir un peu plus d'investissement en logement, qui est un secteur qui repart. On commence à avoir un petit peu de création d'emplois, mais on est soumis à d'énormes aléas. À nouveau, un aléa de politique monétaire en Europe, un aléa de prix du pétrole, un aléa de géopolitique et politique européen. Donc disons que si aucun aléa négatif se réalise, on devrait avoir une croissance un peu supérieure à la croissance potentielle, donc peut-être de l'ordre de 1,4-1,5%, mais à nouveau avec une dose d'incertitude qui est considérable. Et c'est assez intéressant parce que ça illustre que la prévision se heurte en réalité à la capacité ou à l'incapacité à prévoir des événements majeurs qui ne sont pas des événements prévisibles en tant que tels. L'organisation politique de l'OPEP est quelque chose sur lequel les économistes ont finalement assez peu de capacité prévisionnelle. On a une situation qui est vraie en France, mais qui est vraie dans tous les pays de l'OCDE,
qui est une situation où les gains de productivité ont beaucoup reculé. Les gains de productivité en France, d'ailleurs, sont à peine supérieurs à 1,5% par an. Et il faut se rappeler qu'il y a un déclin continuel des gains de productivité depuis les années 1970-80 qui se prolonge. Alors, avoir très peu de gains de productivité, c'est un côté très négatif qui est qu'on a une croissance potentielle très faible. On disait avant que la croissance potentielle de la France était de l'ordre de 1%. Et que ceci a plein d'inconvénients. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat progresse peu, c'est très difficile d'augmenter la protection sociale. Par exemple, si on a des dépenses de santé importantes, on ne sait pas comment les financer, ça pose un problème de financement des retraites, etc. Mais à court terme, c'est un avantage, c'est qu'on crée des emplois à un niveau faible de croissance, puisqu'on a peu de productivité. Ce qu'on appelle la croissance riche en emplois. Donc c'est plutôt une malédiction à long terme, mais c'est plutôt quelque chose qui est favorable à court terme. Donc en France aujourd'hui, on crée des emplois au-dessus de 1,5% de croissance. Je ne sais pas pourquoi ils traînent toujours ce chiffre de 1,5% qui est faux. On crée des emplois à 1,5% de croissance. Mais le problème additionnel, c'est que la France est une anomalie en termes de démographie, comme vous le savez. C'est un des très très rares pays où la population qui cherche un travail, la population active continue à augmenter de pas loin de 150 000 personnes par an. Donc, il faut, si on veut faire baisser le chômage, couvrir les gains de productivité, mais à nouveau, ils sont devenus extrêmement faibles. Mais il faut, après, avoir la capacité à créer 150 000 emplois en dehors des systèmes d'assistance, ou je ne vais pas dire d'assistance, de soutien à l'emploi par les contrats aidés, les emplois publics. Donc en réalité, il faut une croissance de l'ordre sans doute de 1,2, 1,3% pour que le chômage baisse. Et on voit qu'on y est à peu près depuis la mi-2015. Quoique vous savez qu'il y a différentes mesures du chômage qui sont un peu discordantes. Mais on est juste au-dessus, et à nouveau, voilà. Mais on bénéficie quand même de façon structurelle, à court terme à nouveau, de cette très très faible augmentation de la productivité qui permet de créer des emplois à des niveaux beaucoup plus faibles de croissance que dans le passé.